Point suivant, Jean-François Loche, pour l'approbation du plan de gestion du site classé du Mont-Saint-Quentin et de ses abords. Et je remercie à cet égard le colonel Bonnor qui nous fait le plaisir et l'honneur d'être parmi nous, lui qui est maître des lieux encore pour quelque temps, voilà, et qui a travaillé avec Jean-François, avec l'ensemble des équipes sur ce dossier important. Jean-François, je te donne le micro. Merci, Monsieur le Président, chers collègues. Bon, le Saint-Quentin n'est pas à 4 heures près, ça fait 20 ans qu'on l'attend. Donc 4 heures de séance, il n'était plus à ça près. Donc, bon, je ne veux pas faire prendre de la hauteur au débat, mais de l'altitude au travers du Saint-Quentin. Donc si vous voulez bien, je vais vous présenter le plan de gestion du Saint-Quentin. Le plan de gestion du Saint-Quentin, je ne veux pas me l'approprier parce que c'est Henri Asser. J'abaisse un peu. J'ai pas l'habitude, excusez-moi. Hein. Ça viendra peut-être. Mais je voulais quand même remercier Henri Asser qui est là, qui était quand même à l'origine de ce plan de gestion du Mont-Saint-Quentin. Bon, j'avais été avec lui à l'époque, en 2002. On avait travaillé ensemble, mais je pensais que ça serait passé beaucoup avant, si tu veux. Et je te remercie quand même de me laisser ce privilège de le présenter. Merci. Le projet de plan de gestion du site, je me place, classé du Saint-Quentin, qui vous est présenté ce soir, est le fruit d'un long travail qui synthétise quelques 20 années d'études et de projets de reconversion en tout genre. Le document synthétique remis ce soir, en plus de la clé USB, qui contient l'ensemble du plan de gestion, doit vous permettre de facilement appréhender le site, ses enjeux à notre projet. On a voulu faire ça parce que c'est vrai que le plan de gestion, c'était quand même du lourd. J'espère que vous l'avez consulté. Vous avez vu visionner votre clé USB. Donc on va aller assez vite quand même. Donc Marie vous présentera en même temps que la présentation du plan de gestion des diapos que vous pourrez suivre. Donc le but, c'est de rassembler autour des cabinets. On a rassemblé autour des cabinets conseils Urbican, Alice Lejeune et l'atelier de l'ISP les élus des 6 communes du Mont-Saint-Quentin, les vice-présidents et conseillers délégués concernés par les différentes problématiques et l'ADREAL ont élaboré un nouveau projet pour les 700 hectares du site classé du Mont-Saint-Quentin, espace d'intérêt communautaire depuis 2002, dans lequel Metz Métropole doit se porter acquéreur de 211 hectares d'emprise militaire. Je tiens à remercier tout particulièrement la Défense et le PFL pour leur engagement depuis 2002 et la présence du colonel Bonnor, que Jean-Luc vient de présenter, commandant de la base de défense de Metz. Aujourd'hui, c'est un projet d'aménagement global et un premier programme d'action sur l'ensemble de ce site pour 2016-2020 que nous soumettons à votre approbation. Le projet propose une approche plus douce, plus respectueuse du site et son environnement et de nos moyens. D'autres acteurs clés ont également participé à ce long travail. Le COPIL de Natura 2000, le CODEV, l'APAN, des associations locales, des privés, des représentants des services de l'État, etc. Mais j'oublie pas les services de l'AGLO qui nous ont aidés et fait des travaux de recherche qui sont impressionnants. Merci à eux. Je tenais à tous à les remercier et m'excuser pour ceux que j'oublie. Avant d'entrer dans le vif du sujet et d'aborder en quelques mots et illustrations ce projet, je tenais à vous préciser que l'objectif d'un plan de gestion est en général de faciliter la délivrance des différentes demandes d'autorisation dans ce site. J'espère que vous arrivez à suivre sur le diapo. Protéger au titre du Code de l'environnement défrichement de travaux et de formaliser un projet d'aménagement global de préservation, de mise en valeur des milieux, de sécurisation des ouvrages. Ainsi, l'ensemble de ces composantes ont été traitées. Ces espaces naturels remarquables, pelouses calcaires, inscrites au titre de Natura 2000. ZNIEF, ces nombreux espaces boisés, 100 hectares. Ces espaces agricoles, culture et viticulture, 200 hectares. Son patrimoine militaire, 25 000 m² de bâtis. Ses sentiers de découverte et de balade, pédestres et VTT. Ses points de vue ouverts et fermés. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on regarde le Saint-Quentin de l'agglomération. Précédemment, c'était l'inverse. C'est le but de ces ouvertures de vue sur l'agglo. Ses relations avec son environnement immédiat, village, agglomération, équipements culturels et touristiques, de proximité, etc.
Comme indiqué dans cette délibération, Metz Métropole s'est engagée depuis 2002 auprès de la Défense, de l'EPFL, de l'État, de la région et de nos habitants en faveur d'un projet touristique sur 700 hectares du site classé du Mont-Saint-Quentin et 6 communes. Il recèle de nombreuses richesses reconnues jusqu'à l'échelon européen. Je vous propose de les illustrer rapidement à travers 5 cartes. Son patrimoine naturel est riche. Classement européen au titre Natura 2000, pelouse du pays messin. Marie, je ne vais pas trop vite, ça va? Classement national à travers le Paon des coteaux du Mont-Saint-Quentin, situé sur Sichazel et Lessie en 2013. Classement national au titre du Code de l'environnement, comme site classé sur 700 hectares depuis 1994. C'est sur cette surface que le projet présenté aujourd'hui s'inscrit. Son patrimoine bâti l'est tout autant. Présence de 211 hectares d'emprise militaire et d'une centaine de bâtiments et ouvrages du groupe fortifié du Mont-Saint-Quentin, avec Diou, caserne du Mont-Saint-Quentin et le fort Girardin, plus le fort de Platteville. Et de 2 autres fractions, anciens champs de tir et de manœuvre de Platteville. Inscription du groupe fortifié du Mont-Saint-Quentin, la liste supplémentaire des monuments historiques depuis 1989. Ce projet est un premier pas qui ouvre à tous nos habitants et usagers un site sécurisé pour la détente et la pratique sportive. Un site à découvrir qui valorise ses richesses naturelles et historiques. Un site qui donne envie de découvrir notre agglomération par ses points de vue, la route des vins, les musées situés à proximité. 4 orientations permettent d'atteindre ces objectifs. Revenons sur le site en regardant les diapositives. L'orientation A traite des espaces agricoles, naturels et forestiers. Orientation A. Des espaces à défricher pour retrouver des pelouses calcaires, pour mieux voir le site. Des espaces à mettre en pâture, pour maintenir les prairies et organiser des parcs à moutons, le site et ses accès. Des espaces en friche à reconquérir, pour développer la production agricole, limiter les friches et les dégâts de sangliers. Des espaces forestiers à gérer, pour respecter le site et valoriser le bois et ses sous-produits. L'orientation B organise la découverte des différents patrimoines et des paysages en gérant les accès et le stationnement et les informations sur le site. Vous suivez, ça va pour le déroulement? Organisant le site et interdisant par exemple l'accès aux véhicules motorisés. Organisant les fréquentations et les usages autour de 22 km de sentiers. Vous en aviez proposé 5, monsieur Gros, je vous en propose 22. Aménagement des points de vue et des sites remarquables. Tour Bismarck en lien avec les sentiers. L'orientation C traite plus particulière des ouvrages militaires et de leur sécurisation partielle, de leur maintien en l'état et de leur mise en découverte. À partir du réseau organisé de sentiers que l'on retrouve sur cette diapositive, on sécurise le secteur en fermant certains accès pour interdire le passage dangereux pour le public, en sécurisant par des poses de barreaux les ouvrages dangereux sur les itinéraires en rouge sur la carte ou à proximité en orange, en limitant les coûts en n'intervenant pas sur les ouvrages hors circuit ouverts au public, en valorisant certains ouvrages. Enfin, l'orientation D aborde la gestion, l'animation du site et sa surveillance. Gardienner ce site est utopique. Il s'agira davantage de le surveiller et d'opérer un suivi des investissements réalisés sur le site. Fermeture de bâtiments, fermeture de grilles, pose de panneaux de sensibilisation au respect des consignes de sécurité, d'information des dangers. Une présence sur le terrain sera incontournable pour sensibiliser les usagers à ces dangers et à ce qu'ils veillent à respecter ces richesses naturelles et bâties. Je vous propose de découvrir quelques illustrations sur la diapositive.
Et pour finir, afin d'être complet, je vous propose de vous présenter, avant le vote du budget et du PPI 2016-2020, prévu pour le 4 avril prochain, le coût prévisionnel du programme d'action du plan de gestion. Ce coût est de 1 740 000 euros d'investissement sur 5 ans. Orientation A, 210 000 euros hors taxe. Orientation B, 280 000 euros hors taxe. Orientation C, 1 250 000 euros hors taxe. Partenariat financier via Natura 2000. Recherche d'autres financements à l'étude. Je rappelle, de 24 millions d'euros proposés en 2005, le projet a évolué et s'élève aujourd'hui à 1 800 000 euros d'investissement et à 275 000 euros de fonctionnement par an. Pour atteindre ce montant, nous avons revu nos ambitions d'aménagement et la manière de sécuriser le site. Pour les frais de fonctionnement, c'est l'expression des besoins qui ne tient pas compte à ce jour des opportunités qui pourraient nous offrir le redéploiement de personnel et certains services de l'agglo de Metz Métropole, dans le domaine de la surveillance et du gardiennage. Sur les 1,8 million, 490 000 euros sont dédiés aux orientations A et B, avec des partenariats financiers mobilisables sur Natura 2000 et en cours d'étude, voire mécénat. 1 740 000 euros d'investissement sur 5 ans. Orientation A, 210 000 euros hors taxe. Orientation B, 280 000. Orientation C, 1 257 000 euros. Total, 1 740 000 euros hors taxe. Plan de financement. Montant hors taxe des travaux prévus, 1,3 million. Montant hors taxe à charge de Metz Métropole, 380 000 euros. Montant hors taxe à charge pour EPFL, 920 000 euros. Sur les 1 800 000 euros, 920 000 euros seront pris en charge directement par l'EPFL, dont la majeure partie sur ses ressources propres. Je tenais à remercier une fois de plus l'EPFL et son directeur pour cet effort qui portera plus spécifiquement sur l'orientation C et la sécurisation des ouvrages. Environ 1 300 000 euros de travaux. De fait, si vous prenez l'enveloppe globale du projet, il est financé à hauteur de 52%. Il vous appartient désormais à prendre votre décision en retenant une seule chose. Au lieu de croire ce que nous pouvions tout faire, nous allons faire ce que nous sommes capables de faire. Merci. Merci Jean-François. Voilà, vous voyez des choses concrètes parmi nos projets et celui-ci... J'ai seulement une petite modification à apporter, c'est dans la dernière ligne de la délib, c'est rajouter, autorise Monsieur le Président ou son représentant à relancer les procédures d'acquisition et de gestion des emprises militaires et à signer tout acte s'y rapportant, convention de gestion foncière avec le PFL, engagement d'acquérir et acte notarié. Si on peut le rajouter, ça nous évitera de le repasser en bureau par la suite. Merci. D'accord. Donc, au bénéfice de ces précisions, est-ce qu'il y a des interventions? Madame Thomas. Monsieur, alors, attendez. Monsieur Henri, c'est comment Monsieur Blanchette. Monsieur Convianica et Monsieur Asser. Oui. Allez-y, Madame Merci. Thomas. Donc, nous tenons tout de même à souligner que le projet a été initié tout de même depuis 2005. Et on s'est rendu compte qu'avec le départ de l'armée, donc qui était en grande partie, qui occupait ce terrain, eh bien, il y a eu des dégradations qui n'ont fait que s'amplifier. Alors, nous dirions qu'il y a urgence, parce que tout à l'heure, on parlait du Grand Nancy qui avait réussi à rendre unanime des projets. Et je dirais que le projet du Saint-Quentin aurait dû, dès le départ, rendre unanime aussi, pour mettre en valeur un site qui plus est militaire, qui plus est lié directement à l'histoire de Metz, et qui, notamment, touche un certain nombre de communes, avec, évidemment, des retombées économiques qui sont liées au projet. Alors, ce qui nous alerte aussi quelque part, c'est que jusqu'à la fin 2012, le projet du Mont-Saint-Quentin faisait partie des grands projets de Metz Métropole. Et, a priori, cette ambition aurait été un peu amoindrie, puisque il y a eu bien sûr d'autres projets, dont le Palais des Congrès, qui est venu détrôner
le projet Mont-Saint-Quentin, qui date tout de même de l'Empire, donc on peut parler de détrôner. Depuis, on s'est rendu compte aussi que nous avions une disparition sur Internet, et qu'il fallait rechercher maintenant dans la rubrique compétences environnement pour trouver encore trace de ce projet. Alors, c'est important de relater que ce projet de Mont-Saint-Quentin, nous l'avons à cœur parce que autant on a développé beaucoup de choses par rapport à l'urbanisme, autant on se rend compte qu'on n'a pas vraiment développé beaucoup de choses par rapport à conserver une ceinture verte autour de Metz, et notamment des vestiges qui correspondent à une attractivité, qu'on peut penser à d'autres sites qui ont été préservés dès le départ. Par exemple, bon, peut-être une comparaison plus ou moins éloignée, mais le site du Hackenberg, quand on sait aussi que par exemple Verdun a tout de suite su mettre en valeur les sites de la Grande Guerre, et que cette année 2016, on peut fêter un centenaire glorieux. Alors quand pourrait-on souhaiter un centenaire glorieux, un 200e anniversaire ou un 300e anniversaire de ces ouvrages qui témoignent du passé historique de Metz, notamment de l'annexion, de la guerre de 70-71, de tout cet aspect de construction, comme on peut avoir le fort de Queuleux, comme on peut avoir l'ouvrage de Vernier, etc., et que ça fasse vraiment partie d'une grande liste de notre patrimoine. Au même titre que certaines villes qui avaient des ouvrages Vauban, eh bien, ont pu même le déclarer à l'UNESCO, et des villes voisines. Donc je dirais qu'il y a une rapidité à faire des choix, notamment parce qu'à Nancy, s'ils ont fait des choix qui ont été unanimes, c'est parce qu'avant tout c'était Nancy qui parlait d'elle-même. Le petit reproche que j'ai à cœur, moi, c'est de dire que Metz est un petit peu trop rapidement lancé dans le modernisme. Avec ils arrivent à Metz, ils débarquent. Alors nous avions Picasso, Andy Warhol dans Gare de Metz, et la Lorraine et Metz sont avant tout à Metz pour Metz, et pas forcément pour aller voir des choses qui étaient un petit peu complètement aux antipodes du charme que la ville a, par exemple, ou que la campagne messine a, puisqu'on sait très bien que les fameux vers d'ozone Mosella vantent la Moselle et tout son patrimoine et sa fabuleuse vallée de la Moselle depuis le 5e siècle. Je vous remercie. Merci madame. Monsieur Cambianica, ensuite monsieur Planchette, madame Isler-Béguin et monsieur Asser. Je donne la liste maintenant, parce qu'on arrête les frais. Merci, Monsieur le Président. J'essaierai d'être bref. Je suis en charge, comme mes prédécesseurs, des mobilités à Metz. Et à ce titre, j'ai eu le plaisir de voir dans un journal qui concerne les vélos cyclotouristes un article qui rappelait que Metz avait été remarquée comme ville cyclotouristique en 2013. C'était quelque chose de tout à fait intéressant. Eh bien, ça a été et ça reste une contribution de la ville au développement de l'agglomération. Et je crois que le point qui est abordé maintenant est important. Pourquoi ? Parce que la ville travaille l'attractivité, mais elle ne le travaille pas que pour son propre compte, elle le travaille pour l'ensemble de l'agglomération. À ce titre d'ailleurs, j'ai été amené à rencontrer des maires de l'agglomération, et nous savons que c'est ce que nous sommes en train de préparer, notamment la mutualisation d'un certain nombre de services, qui permettra de mettre le braquet supérieur sur le déploiement de la pratique du vélo dans l'ensemble de l'agglomération, et elle le mérite, puisque là, on voit bien que ce projet est fait pour mettre en avant d'autres communes de l'agglomération au travers d'un projet qui est porté par l'agglomération, et là, il ne s'agit pas du tout de Metz. Et j'en profiterai également pour dire que, ayant visité l'Institut Lafayette, j'y ai vu, moi, l'industriel, 5 ou 6 projets qui sont plus qu'à la pointe de la technologie et qui sont propres à apporter de la création d'emplois. Et cette création d'emplois, rien ne dit qu'elle se fera sur le banc de Metz, elle se fera sur le banc de l'agglomération. Et c'est là aussi un des faits importants qu'il faut souligner, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on travaille tous ensemble pour l'agglomération et non pas pour sa chapelle. Voilà, je vous remercie. Merci. Le Saint-Quentin en vélo, c'est très bien pour les mollets. Voilà. Monsieur Planchette. Alors, avec une intervention brève mais efficace. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, comme vous me demandez de faire une intervention brève,
Mais je vais la faire brève. J'avais prévu de dire beaucoup de choses parce que c'est un sujet qui me tient à cœur et c'est un sujet que je connais bien. Tout d'abord, je vais vous dire combien je suis heureux de voir enfin, de voir ce projet prendre forme et surtout de voir démarrer le plan de gestion. Alors je vais vous dire tout de suite que je suis tout à fait d'accord avec tout ce qui est dans le plan de gestion, ce qui me permettra de raccourcir beaucoup mon propos. Mais Parfait. toutefois, je voudrais quand même intervenir sur un aspect. Il y a beaucoup d'aspects qui ont été évoqués dans le dossier. D'ailleurs, au passage, je ferai remarquer que ce dossier est un dossier excellent, extrêmement bien fait. On a dedans toute l'évolution de cette affaire depuis 20 ans, c'est-à-dire depuis une vingtaine d'années, depuis que le site est classé et protégé. Ce dossier est complet, il est bien fait, il est précis, rien n'y manque. Et donc, moi, je voudrais féliciter tous les gens, je ne les connais pas, qui ont participé à l'élaboration de ce dossier. C'est remarquable ce qui a été fait. Moi, j'y ai passé longtemps à le regarder, il est très long d'ailleurs. Vous nous avez envoyé l'annexe sur une clé USB, je trouve que c'était remarquable. Donc là, vraiment, il y a tous les éléments d'appréciation possibles. Mais je voudrais quand même m'étendre un peu sur un aspect, c'est-à-dire l'aspect patrimoine historique et l'aspect architectural. Parce que ça, c'est quand même le cœur du problème. Et pourquoi c'est le cœur du problème? Parce que je crois que ces emprises militaires ont façonné toute la colline du Saint-Quentin. Et ont aussi, je dirais, façonné le genre de vie des habitants. Et je mesure combien c'est ignoré de la population. La majeure partie de la population de notre agglomération ne connaît pas le Saint-Quentin. On vous dit c'est un lieu de vacances, on peut aller s'y promener, mais ils ne connaissent pas du tout l'histoire. Donc moi je voudrais faire quelques brefs rappels sur l'histoire du Saint-Quentin, enfin vous résumer cette histoire, et puis je voudrais aussi éliminer quelques idées qui circulent et qui sont des erreurs historiques. Alors je commencerai par la première. Beaucoup de gens disent ce Saint-Quentin a été construit par les Allemands. Alors moi je réponds vrai et faux. C'est vrai, le Saint-Quentin a d'abord été construit par les Français. Il faut savoir qu'à partir, disons, de 1867, par là, on a dit il faut repousser le front. Imaginez, le Saint-Quentin, c'est à 3,5 km de la cathédrale. Et on a dit on va construire une première ligne de fortification. Eh bien, cette première ligne de fortification a été conçue par l'ingénieur militaire, architecte, qui s'appelait le colonel Serret de Rivière. Donc ça a été construit par les Français. Mais je vous dirai que par la suite, il y a d'autres choses. Et il faut savoir que ce fort a une importance énorme dans l'histoire de Metz. C'est pour ça que je veux faire un petit rappel, parce que quand je vois combien c'est oublié dans la mémoire collective, je dis il faut quand même que je le dise, là où il y a une assemblée. Il manque beaucoup de monde maintenant, enfin, il reste encore pas mal d'oreilles pour m'entendre. Puis on a un point aussi important après. Oui, il y a quand même pas mal de monde qui peut écouter ça, surtout qu'ils ne l'entendront peut-être jamais plus. Donc, vas-y, Daniel. Ce fort du Saint-Quentin a une importance énorme dans l'histoire de Metz. Il faut savoir que ces 4 forts ont été construits dans la première ligne. Il y avait le Saint-Quentin, il y avait Saint-Julien, il y avait Plaqueville, et il n'y avait que le. Donc ces forts ont été construits. Alors d'aucuns disent, il n'était pas terminé. C'est faux, il était totalement terminé. C'était le plus moderne des forts français à l'époque. Et je dirais presque malheureusement qu'il a été terminé. Parce que quand Bazaine s'est replié, après le désastre de Saint-Privat, après cette catastrophe où il tombait en 4 jours, il est tombé 100 000 hommes autour de Metz, eh bien Bazaine s'est replié parce qu'il n'avait pas les informations, il n'avait pas les renseignements. Et il s'est replié, pourquoi? Parce qu'il s'est dit, je vais me mettre l'armée du Rhin en sécurité dans Metz, protégée par les forts, et comme ça je me referai une santé et je pourrai repartir à l'attaque. Et malheureusement, ces forts ont joué contre nous, parce qu'il n'a jamais pu repartir à l'attaque, ça a été la grosse erreur. Parce que nous n'avions pas des reconnaissances correctes. Il n'y avait pas de drone à l'époque. Il y avait la cavalerie légère qui faisait les reconnaissances. Eh bien, Bazaine ne savait pas qu'il avait l'avantage militaire au soir de Saint-Privat. Malgré le désastre que c'était, on avait l'avantage militaire. Et il faut savoir que sur le plateau d'Amanvillers,
eh bien, il y avait là du beau monde. Il y avait rien de moins que l'empereur, tout neuf, Guillaume Ier, qui avait été sacré à Versailles. Il y avait von Moltke, qui était le grand chef d'état-major. Il y avait le Kronprinz. Et il y avait Frédéric Charles qui commandait l'armée. Donc tous ces gens-là étaient sur le terrain. Et ils étaient prêts à repartir. Ils étaient prêts à repartir. Ça s'est joué sur une partie de poker. Bazaine croyait qu'il avait en face une armée prussienne énorme. Il n'y avait presque rien. En revanche, les Allemands, quand ils ont vu que Bazaine se repliait dans Metz, eh bien, ils nous ont encerclés. C'est comme ça qu'on a perdu à Metz. Et je dirais même, c'est comme ça que la France a perdu. Si ce fort-là n'avait pas été terminé, comme le fort de Queuleux, probablement que Bazaine ne se serait pas laissé enfermer. Et je pense que le sort de la guerre eût été changé. Et peut-être même, parce que c'est le sort de la France qui s'est joué à Metz. L'armée du Rhin était enfermée avec 173 000 hommes, tous les chevaux, et 22 000 blessés dans la ville de Metz. Imaginez ce que c'était que la catastrophe. Voilà, donc je vais rapidement. Donc, alors, je vais rapidement. Non, mais je ne peux pas laisser passer un micro à un historien et... Non, je ne suis pas un historien. Non, mais... Je vais rapidement dire la suite parce que je vous ai dit vrai et faux tout à l'heure. Eh bien, je vais vous dire que c'était pas tout à fait faux. Les Allemands, quand ils nous ont pris l'Alsace et la Lorraine, eh bien, c'était chez eux ici. Et ce fort-là, eh bien, ils l'ont conservé parce qu'il était ultra moderne et ils l'ont renforcé. Parce qu'au fur et à mesure que l'artillerie faisait des progrès, il fallait renforcer les forts. Et donc, ils ont construit un autre fort qui s'appelle le fort Girardin, qui est à côté. Lequel fort Girardin était relié par le col de Lessy au fort du Saint-Quentin. Voilà. Alors ensuite, après la Première Guerre mondiale, on a récupéré tout ça, mais on ne l'a pas entretenu. On était en train de construire la ligne Maginot, on avait reporté le front encore 30 km plus loin, et donc on a un peu négligé tout ça. On y a quand même installé un centre de transmission, c'est tout ce qu'il y a eu. Et après 1945, alors là, 1944, Patton s'est défendu, là. Mais il a mis quand même 3 mois pour rentrer dans Metz, parce que ces forts, alors c'est assez paradoxal, ces forts qui ont été construits par les Français n'ont jamais servi qu'aux Allemands. Hein, ils nous ont fait perdre en 70, et en 44, eh bien, il a fallu 3 mois à l'armée de Patton pour rentrer, et les forts n'ont pas cédé. Il a fallu les asphyxier, c'est pour ça que Patton est entré par le nord, par Mézières. C'est pour ça qu'on a démoli Mézières. Voilà, bon, j'ai résumé tout ça. Merci. Avec cette histoire-là... Non, alors, je voudrais d'autres petites choses, parce que quand même, il y a quelque chose qui me... non, mais j'écris pas de livre, moi. Je voudrais vous dire d'autres petites choses, que je voudrais faire d'autres remarques là-dessus. Moi, j'adhère à 100% à ce projet. Je trouve qu'il est magnifique. Je veux remercier M. Hasser, notre maire de Ban-Saint-Martin, pour la façon dont il s'est investi là-dedans. Je tiens à le remercier tout à fait, parce qu'il a fait un travail remarquable. Je tiens à remercier toute l'équipe qui a travaillé là-dessus à Metz Métropole. Et je voudrais faire quelques... Bravo, Henri. Si c'est pas prétentieux, je voudrais faire quelques recommandations. On va démarrer ce plan de gestion. Eh bien, il va falloir y avoir une première attention, c'est la sécurité. Je peux vous dire que là-dedans, le danger est partout. Et actuellement, c'est le PFL qui est porteur de ça, qui est responsable. Le jour où ce sera à nous, on sera responsable sur le plan juridique. Et je peux vous dire que ce site est extrêmement dangereux. Les douves sont en train de se démolir. Bon, partout, il y a l'envahissement de la forêt, il y a de la ferraille, il y a des trous. C'est vraiment quelque chose de très grave. Alors, il y a quand même un paradoxe, c'est qu'on veut même le valoriser, c'est-à-dire en faisant une communication pour faire venir les gens, et en même temps, on dit qu'il faut le sécuriser. Alors, valoriser et sécuriser, c'est un peu contradictoire. Donc, je dis qu'il faudra énormément de précautions pour réaliser ça, parce que si on veut faire venir des gens, il va falloir faire de la com, mais il va falloir limiter les accès. Il est impératif, je dis bien impératif, de fermer tous ces sentiers qui ont été créés, qui sont extrêmement dangereux, d'interdire les pistes aux motos, aux quads, et de vraiment... Ça, c'est l'aspect numéro 1. Après, on peut faire tout ce qu'on veut. Il y a même des endroits qu'il faudra grillager si on veut faire visiter. Croyez-moi, les forts étaient déjà dangereux pour les militaires, c'est pas fait pour faire jouer des enfants, ni des adolescents. Et alors, lorsqu'on ouvre au public, eh bien, on prend une responsabilité énorme. Enfin, je pense autre chose, compte tenu des finances, dont vous nous en avez parlé tout à l'heure, on en a beaucoup parlé des finances. Il y a peut-être un trésor caché. Oui, mais il y a peut-être mais vous ne le trouverez pas. Je ne pense pas qu'il y en ait un.
je pense qu'il est indispensable, de trouver des partenariats. Si vous ne trouvez pas des partenariats, on n'arrivera pas à financer tout ça. Alors d'abord des partenariats publics, hein, des collectivités importantes, régions, départements, mais aussi je pense des partenariats privés, parce qu'il y a énormément de gens qui sont motivés. Il y a même des mécènes sur les fortifications. Ensuite, il y a des associations. Hein, on peut même s'inspirer de ce qui a été fait à Verny. Il y a une association qui est très bien. Ensuite, il faut peut-être voir les gens de la ligne Maginot, parce qu'ils ont un savoir-faire. Donc je pense qu'il faut faire tout ça, c'est indispensable. Merci. Bon, ben j'arrête là parce que je pourrais vous dire beaucoup de choses. Voilà, merci. On t'écouterait bien toute la nuit, mais bon, merci. Hein. C'est moi qui vous remercie, mais je vous assure que je suis extrêmement heureux de voir qu'enfin on s'occupe du Saint-Quentin, après 50 ans d'abandon depuis qu'il n'y avait plus d'intérêt militaire. Merci Daniel. Henri? Non, je vais faire court, t'inquiète pas, j'ai faim comme toi. Et puis un autre point important après. Juste rapidement préciser à la première intervenante, qu'il ne s'est pas rien passé de 2006 à aujourd'hui. On a d'abord négocié avec l'État Défense un plan de diagnostic de pollution pyrotechnique. Il a fallu effectuer ce diagnostic de pollution pyrotechnique et compte tenu des contraintes du site classé et du respect nécessaire de la faune et de la flore, ce travail ne pouvait se faire que sur des périodes très courtes, c'est-à-dire en automne et en hiver. Et ensuite, il a fallu passer à la dépollution pyrotechnique qui a pris plusieurs années et qui a coûté énormément d'argent. Et l'État a parfaitement rempli ses obligations et l'État Défense a parfaitement joué le jeu dans ce dossier. C'est un dossier, s'il arrive aujourd'hui devant vous, avec une telle qualité, à la fois sur le projet, c'est parce que tous les aspects du site ont été bien pris en compte, et y compris les usages, et c'est aussi parce qu'il y a un travail énorme qui a été fait par tous les passionnés du site, dont Jean-François fait partie. Je pense à toutes les associations qui se sont battues. Je pense à l'APAN qui fédère toutes ces associations et qui travaille encore au quotidien pour la défense de site. Je pense au CODEF qui a beaucoup travaillé. Et puis ce soir, je voudrais aussi remercier l'État, l'État Défense, l'ADREAL, qui ont participé avec nous de façon dynamique et intelligente à la mise en œuvre de ce projet. C'est un projet qui reste ouvert, c'est un projet qui demandera beaucoup d'investissement, qui demandera beaucoup de passion, et je pense qu'on trouvera toujours des gens qui seront d'accord pour donner un coup de main, pour venir, comme on l'a fait pendant des années, de temps en temps, nettoyer le site, sécuriser le site, ou essayer tout simplement d'expliquer, quand on va se balader sur ce site, qu'il ne faut pas y jeter des détritus, qu'il ne faut pas y venir avec un quad, une moto ou une bagnole, qu'il faut le respecter et qu'il faut respecter le balisage, parce que respecter le balisage, c'est respecter la sécurité de tous. Il faut être extrêmement prudent sur ce site. C'est un très beau site et quand on aura dégagé quelques parties sommitales, on pourra aller admirer une bonne partie de l'agglomération messine depuis ce site. Et puis alors vous me permettrez, parce que ça fait longtemps que je le pense, je rêve toujours d'un téléphérique pour y monter, mais ça sera une autre chose. Bien, il va falloir qu'on nous... Avec tout ce qu'on a entendu ce soir, je crois qu'il va falloir augmenter encore. Voilà. Jean-François. Ce que je veux dire pour finir, c'est qu'en adoptant ce plan de gestion, c'est en fait l'ouverture à l'acquisition du site du Saint-Quentin. Voilà, merci. Voilà, merci en tout cas à toi et merci à toute l'équipe. Merci aussi au colonel Bonor et à l'EPFL. Ah, ça mérite un applaudissement. Et pour vous dire, et répondre aussi à Madame Thomas, que l'agglomération est riche de son patrimoine et qu'en effet, il s'agit pour nous de serrer les problèmes, de faire des choix. Et là, nous avons fait le choix de Saint-Quentin, mais il reste encore le fort Améi, qui est magnifique, fort Champagne, avec des fresques de 1870. Il reste encore un château à Mercy, il reste encore pas mal de choses au niveau de la fortification. Mont-Saint-Germain, il reste plein de choses à faire. Donc voilà, chaque chose en son temps. Châtel-Saint-Germain, évidemment, étant une explication de vote de M. Gros. J'ai une pensée pour les militants qui ont lutté contre les projets qui étaient d'envahissement progressif et d'urbanisation généralisée du Saint-Quentin dans les années 75. Vous vous souvenez peut-être. Et vous allez regarder autour de Nancy, toutes les collines sont construites. On a eu la chance d'avoir les militaires. Et à l'époque, j'ai une petite pensée pour un ami personnel, Jean Lorrain, qui avait réussi à faire classer
tout le haut du Saint-Quentin, comme si c'était la Pointe du Raz ou un espace même une loi. Comment on dit déjà? Non, c'est un site protégé, classé, etc. Explication de vote, monsieur. Voilà, donc elle est terminée, mais j'ai quand même une petite pensée pour cette période-là, parce que c'est une période assez dure. Hein. Voilà. C'était l'affût, vous vous rappelez les affûts, etc. C'était l'affût des vignes, ouais. Et c'était pas rien, parce qu'à l'époque, c'était assez violent. Voilà, merci en tout cas. Et pour moi, je pense que c'est un plan important aujourd'hui qui nous est proposé. Et après l'histoire que vient de nous rappeler Daniel Planchette, je crois que nous avons une mission qui est d'intérêt public. Et je crois que beaucoup de monde compte sur nous. En tout cas, nous devons réinventer une nouvelle histoire pour le Saint-Quentin. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? À l'unanimité, ce point est adopté. Ce point est adopté. Ce point est adopté. Ce point est adopté.